Connaissance, recherche, science, et sciences mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, environnement, nature. Bien, c'est un très très grand honneur pour moi de vous présenter le professeur Nicolas Pepas. Tout d'abord parce que c'est un ami de longue date. Nous nous connaissons depuis, je pense, plus de 25 ans, si ma mémoire est bonne. Le professeur Pepas est titulaire de la chaire Fletcher-Pratt en ingénierie à l'Université du Texas. Il est doyen de la faculté d'ingénierie. Et il donne des cours à la fois au niveau du département d'ingénierie chimique et au niveau du département de pharmacie. C'est un très grand spécialiste à la fois, je dirais, des polymères pour le drug delivery, la libération contrôlée des médicaments, en particulier des protéines, il va vous en parler largement. C'est un spécialiste aussi des matériaux d'une manière générale. Il a d'ailleurs publié un nombre absolument extraordinaire de publications. Imaginez-vous, plus de 1000 publications internationales, 50 brevets, 34 ouvrages, 28 000 citations par les collègues. C'est certainement l'un des chimistes, ingénieurs chimistes les plus cités au monde. Il a fait ses études d'ingénierie chimique à l'Université technique nationale d'Athènes. Et il a fait sa thèse au MIT, donc aux États-Unis, à Boston. Il est membre d'un grand nombre d'académies, en particulier l'Académie de pharmacie ici en France, mais aussi aux États-Unis, l'Académie nationale d'engineering et l'Académie de médecine. Que puis-je ajouter, sinon qu'il est le lauréat de plus d'une centaine de prix internationaux, en particulier le Founder Award en 2008. Il a dirigé 84 thèses. Parmi ces 84 thésards, il y en a 37 qui sont devenus professeurs des universités. Et il vient d'avoir, la semaine passée, le prix Marie-Maurice Jeannot à Malte à l'occasion du congrès de l'ABJ. Et donc, je lui cède la parole et je le remercie encore d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrick. Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être ici au Collège de France. Et je veux vous remercier pour l'invitation, monsieur le professeur Couvreur, et aussi le Collège de France. Pour moi, c'est vraiment un pèlerinage parce que Pierre-Gilles de Gênes, était un de mes idoles. Aujourd'hui, malheureusement, je parlerai en anglais parce que c'est plus facile de faire tout ce que je veux faire dans 1 heure, 50 minutes. Mais si vous voulez poser des questions en français, il n'y aura pas de problème. So, thank you very much, and I would like... Donc, merci beaucoup. J'aimerais partager avec vous certaines de mes idées sur les aspects moléculaires et cellulaires de la délivrance de protéines au travers des muqueuses et qui est tout à fait en lien avec le cours que vous a donné le professeur Couvreur il y a quelques minutes. Mesdames et messieurs, le monde de la délivrance de médicaments est en train d'évoluer et les jours viennent... L'époque où l'on fabriquait de nouveaux médicaments en mélangeant un nanomatériau, en le mélangeant avec une nouvelle capsule, sont terminées. Aujourd'hui, pour fabriquer de nouveaux systèmes d'administration de médicaments, on travaille sur des assemblages biomoléculaires qui travaillent sur différents aspects comme les membranes, etc. Nous synthétisons de nouveaux types de molécules biologiques, nous avons de nouveaux types de nanostructures et comme je vais vous le montrer dans les dernières minutes de ma présentation, les nanotechnologies sont désormais permettent désormais de disposer de toute une série de produits. En 2007, nous avions produit un ouvrage sur les nanotechnologies
a des applications thérapeutiques. Et je vais maintenant vous parler de l'administration orale de protéines parce que, comme vous allez le voir tout à l'heure, de nombreux agents thérapeutiques qui sont importants pour chacun d'entre nous sont des agents thérapeutiques qui sont basés sur des protéines. Les avantages sont bien assez évidents. Pourquoi est-ce que nous souhaitons avoir un système d'administration orale pour les protéines? Eh bien, parce que cela permettrait d'augmenter le respect de la prescription par le patient. Le patient pourrait prendre son médicament sans protester par rapport à la manière dont on lui administre ce médicament. Évidemment, ce seraient des solutions beaucoup moins chères à produire, beaucoup plus faciles à administrer, mais il y a beaucoup de défis. Et les défis vous sont apparus, à mon avis, de façon évidente dans la première présentation du professeur Couvreur. Il y a la stabilité des protéines dans l'estomac au travers de la barrière des muqueuses. On sait qu'on a également une fenêtre d'absorption très étroite au niveau de l'intestin grêle et tout ça peut poser problème. Et enfin, nous avons le transport dans la circulation sanguine. Donc, un système d'administration orale efficace capable de protéger la protéine dans l'estomac et augmenter le temps de résidence et de transporter la protéine dans le flux sanguin sera une amélioration conséquente pour nos patients. Mesdames et messieurs, combien d'entre nous, combien de nos amis, combien de nos membres de nos familles que nous connaissons qui souffrent de sclérose en plaques et qui doivent subir des injections toutes les semaines et qui doivent souffrir des effets secondaires de ces injections. Combien d'amis avez-vous qui souffrent d'un diabète de type 1 et qui doivent 3 fois par jour s'injecter de l'insuline en sous-cutané, ce qui, bien entendu, entraîne tout un nombre d'effets secondaires non souhaités. Le diabète est en train de devenir une véritable épidémie. Et je vous montre ici les diabètes de type 1 et de type 2 et leur répartition dans le monde. Et on voit qu'en 2025, regardez toutes les zones en couleur foncée, vous allez voir une augmentation très significative du diabète de type 1 et de type 2. Bien entendu, ceci résulte d'habitudes alimentaires, notamment aux États-Unis, là où je vis. Vous savez que les gens ne font pas attention à ce qu'ils mangent et que nous avons une explosion des nombres de cas de diabète de type 2. Néanmoins, nous savons que la plupart des régions du monde vont s'ouvrir. Le diabète de type 1 est très spécifique et jusqu'à présent, il est traitable par injection. Quelquefois par des petites pompes à insuline qui sont implantées, qui ont la capacité de détecter des concentrations élevées en glucose et d'entraîner la libération d'insuline. Ces deux techniques nécessitent que le patient sache à quel moment il faut qu'il prenne son médicament ou dépendent de la reconnaissance de la concentration en glucose. Mais pourquoi est-ce qu'il est très difficile de trouver un système de délivrance au travers des mucoses pour l'insuline et les autres protéines? Eh bien, tout simplement parce que l'intestin grêle a des caractéristiques spécifiques qui font que les protéines sont difficilement absorbables. Ici, le professeur Couvreur vous a déjà dit dans ses cours précédents que on a le jéjunum, le duodénum et l'iléum dans l'intestin grêle et nous savons que le pH se modifie entre l'ésophage, l'estomac et l'intestin grêle et on passe de 2 en bas de l'ésophage et au niveau de l'entrée dans l'estomac jusqu'à 7,8 au niveau du côlon. Donc c'est une palette de pH extrêmement large. Et autre chose, c'est que lorsque l'on regarde au niveau microscopique, vous voyez ces plis que l'on connaît sous le nom de villosités, et les microvillosités sont responsables de la superficie de notre estomac et de nos intestins et ont la capacité d'absorber les éléments nutritifs, les nutriments et les sels. Nous devons être en mesure de protéger les protéines quand elles sont présentes dans l'estomac et leur permettre de passer l'estomac et d'arriver dans l'intestin grêle parce que nous savons que la grande majorité de ces protéines thérapeutiques agissent au niveau de l'intestin grêle en passant par la membrane épithéliale et en pénétrant le compartiment sanguin.
on a bien entendu essayé de trouver des solutions pour résoudre le problème de la délivrance de protéines et notamment de l'insuline et en tentant la transmission ou la délivrance au travers de la muqueuse. On a essayé les inhibiteurs de protéase qui permettent d'augmenter l'absorption, mais la biodisponibilité générale, la concentration générale d'insuline qui sera retrouvée dans le flux sanguin après l'administration de ces médicaments est très bas, moins d'1%. Et j'aimerais vous dire qu'aucune entreprise pharmaceutique au monde ne va mettre sur le marché un produit dans lequel seul 1% du composé souhaitable devient effectivement actif au niveau du flux sanguin. L'encapsulation de protéines, comme vous en a parlé le professeur Couvreur, c'est une possibilité, mais qui présente quelques problèmes. Et notamment, l'encapsulant, le matériau qui encapsule, peut devenir une barrière à la délivrance de la protéine. Nous avons également travaillé sur ce qu'on appelle des systèmes qui répondent à l'environnement, qui sont capables de reconnaître certains changements importants dans l'environnement physique et physico-chimique et qui vont ensuite permettre la délivrance d'un médicament particulier. Maintenant, regardons le transport cellulaire parce que c'est très important. Donc, j'attire votre attention sur les microvillosités et regardons ce qui se passe dans les microparois de nos microvillosités. Eh bien, vous avez deux mécanismes qui peuvent s'opérer. Si nous supposons que nous avons autorisé la protéine à atteindre l'estomac ou même le haut de l'intestin grêle, on a là une absorption qui passe par le transport paracellulaire. Comme vous le savez tous, entre les cellules, vous avez des jonctions serrées. Et ces jonctions serrées font 1,5 nanomètre de taille. Et elles ont tout intérêt à être aussi serrées, sinon on souffrirait tous du choléra, parce que c'est un virus qui peut passer par ces jonctions. Donc elles sont toutes petites, elles ne permettent pas d'être traversées par des protéines. Donc le seul mécanisme qui nous reste, c'est le transport au travers de la cellule elle-même. Donc, comment est-ce que cela est possible? Eh bien, il y a plusieurs possibilités. D'abord, par diffusion passive. Il se pourrait qu'elle soit transportée d'un côté vers l'autre. Ça, c'est possible pour de petites molécules, mais pas pour une protéine qui a une masse moléculaire plus élevée. Il y a également la possibilité d'un transport par effluage. Et ça, cela peut se produire. Notre corps a une capacité naturelle à éliminer certaines molécules et les empêche de passer dans le sang. Donc, on pourrait avoir un transport qui renverrait les agents chimiques que nous essayons de faire pénétrer la paroi, qui seraient donc renvoyés vers la lumière et vers le compartiment sanguin. On pourrait également avoir une transcytose médiée par le matériau support. Et donc, à ce moment-là, la matière chimique qui n'est pas présente naturellement dans la cellule pourrait se lier, se conjuguer à la protéine et être transportée de l'autre côté. Et enfin, il pourrait y avoir un processus de transcytose médié par le récepteur. Mais maintenant, comment est-ce que vous créez les conditions qui vont permettre aux protéines de passer par ce système? Et de quelles protéines sommes-nous en train de parler? Eh bien, les scientifiques en biomédecine et en biochimie ont tendance à regarder les protéines qui sont les plus importantes pour la santé publique. Et l'une d'entre elles, c'est l'insuline. L'insuline, c'est la protéine la plus importante qui soit en lien avec le diabète de type 1. Et vous vous souvenez tous que vous avez une séquence de 30 acides aminés au niveau de la chaîne bêta et de 21 aminoacides au niveau de la chaîne B. Et les liaisons sulfides sont évidemment très importantes dans cette structure. Regardons maintenant une autre protéine très importante pour la santé humaine, la calcitonine, qui pendant de très nombreuses années a été le traitement préféré de l'ostéoporose chez les femmes ménopausées. Et depuis quelques années, à cause des bisphosphonates, cette protéine est moins populaire. Mais à mon avis, elle va revenir. Pour ceux d'entre vous qui lisaient la littérature, avaient peut-être vu la semaine dernière des résultats absolument terribles et des conclusions absolument catastrophiques concernant l'utilisation de bisphosphonates chez des femmes plus âgées. Et on voit maintenant que les os de ces femmes commencent à se briser et on commence à comprendre l'étiologie de ces résultats. Troisième
protéine, l'érythropoïétine, qui est évidemment très important dans les cas d'anémie, qui est synthétisée au niveau du rein, et qui comprend 165 acides aminés, donc qui a une masse moléculaire beaucoup plus importante. Ce qui est également intéressant, ce sont les hormones de croissance humaine qui peuvent traiter toute une série de syndromes et qui peuvent être utilisées dans certains cas très précis où les parents souhaitent aider leurs enfants à grandir à un rythme normal. Et enfin, une autre protéine très importante, c'est l'interféron bêta qui est utilisée pour le traitement de la sclérose en plaques. Et je reviendrai sur l'interféron bêta tout à l'heure. Donc, qu'essayons-nous de faire? Eh bien, nous essayons de trouver des systèmes de délivrance orale transmucosaux de protéines qui vont fonctionner dans le sang. Et ce qu'il faut, c'est voir comment la recherche fondamentale et la recherche appliquée se combinent pour trouver des solutions. Parce que notre objectif, c'est de trouver une protection pour le médicament de telle sorte qu'il puisse résister à l'environnement acide de l'estomac et ne pas être détérioré par les enzymes protéolytiques qui existent dans le tractus gastro-intestinal. Mais si nous le faisons et qu'on parvient au début de l'intestin grêle, là, il y a un autre défi. Comment faire en sorte que ces protéines spécifiques, que ce médicament spécifique puisse pénétrer, puisse être absorbé par l'épithélium et par la muqueuse? Donc, ce que nous essayons de trouver, ce sont des micro- et des nanoparticules qui vont être capables d'aboutir au niveau de l'intestin grêle, d'adhérer à la paroi de l'intestin grêle, qui vont permettre aux protéines d'être libérées et de traverser les cellules, de passer de l'autre côté des cellules. Et là, encore une fois, je voulais citer un nom qui a déjà été cité par le professeur Couvreur, Sandy Florence, qui est maintenant le doyen de la faculté de pharmacie à l'Université de Londres et qui a été l'un des tout premiers qui, dès 1967, a fait ressortir le fait qu'il y a un côté préféré pour que ces particules ne soient pas absorbées par les plaques de Peyer. Donc, en fait, ce qu'il a démontré, c'est que si ces particules faisaient moins de 200 nanomètres, elles seraient absorbées par le système lymphatique et n'auraient plus aucune efficacité. Donc, dans mon étude, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, on travaille sur la plage allant de 200 à 800 nanomètres. Bien entendu, vous allez voir également certains systèmes microparticulaires d'une taille un peu plus grande que cela. Nous avons beaucoup travaillé pour aboutir au système que je vais vous présenter. Vous allez voir comment Pierre-Gilles de Gennes a pu être source d'inspiration pour moi, pour que je puisse mettre au point ces idées. Donc, ces systèmes, ce sont des systèmes très complexes, des polymères réticulés qui ont une caractéristique qui, dans quelques fois, sont effondrés à cause des liaisons hydrogènes et qui incorporent les protéines et qui protègent les protéines. Et dans d'autres circonstances, elles s'étendent et permettent à la protéine de sortir. Donc, évidemment, ce n'est pas la seule caractéristique du système. Et la première chose que je voulais vous faire remarquer, c'est que ce ne sont pas des systèmes biodégradables, bien qu'on puisse les rendre biodégradables. Vous savez qu'il y a une distance caractéristique entre deux réticulations que l'on appelle XI. Et cette distance caractéristique est quelque chose qui est connu depuis Paul Flory dans les années 40. Et c'est ce qu'on appelle la longueur de corrélation. C'est comme ça que Pierre-Gilles de Gennes l'appelle dans ses ouvrages. Et cette distance de corrélation augmente quand le matériau s'étend. Et ça, c'est possible grâce à la rupture de la complexation des liaisons hydrogènes. Donc, voici comment vous avez vos liaisons hydrogènes dans le système et à un pH différent. Vous voyez que les liaisons hydrogènes sont rompues et que le matériau va s'étendre. Donc, il n'y a pas de détérioration. Il y a un changement d'un état complexe à un état non complexe. Et cela permet, en bout de compte, de libérer l'agent thérapeutique. Alors, quelle complexation avons-nous utilisée? Eh bien, nous avons utilisé une complexation qui était bien comprise, notamment dans les années 70, dans la littérature d'Union soviétique. Donc, vous avez des groupes d'acides
de polyéthylène-glycol et des groupes éthers qui ont tendance à se complexer. Mais nous n'en sommes pas restés là, nous avons tout combiné en créant un système réticulé. Et dans ce système réticulé, l'acide représente le réseau principal et l'éther le secondaire. Et ce sont les chaînes étendues qui, dans certaines conditions, les chaînes éthères qui vont s'étendre. Et c'est comme cela que l'on va protéger le système. Maintenant, comment est-ce que l'on comprend cette complexation? Eh bien, nous avons travaillé en thermodynamique. Il y a eu beaucoup de travaux très intéressants qui ont été réalisés. Je n'ai pas le temps de vous le présenter. Mais en fait, ce qui se passe, c'est quand vous avez une structure moléculaire et que vous avez une chaîne en contact avec cette structure, la chaîne peut se complexer dans certaines circonstances et peut se décomplexer dans certaines autres circonstances. Donc, le degré de complexation, bêta, va être égal au nombre de liaisons d'unités oligomères sur le nombre total d'unités de matrice. Donc, voilà la théorie. Cela permet de calculer l'énergie du système et cela nous a permis de concevoir des structures moléculaires ayant des niveaux de complexation plus ou moins élevés. Et ceci se traduit de manière pratique par des systèmes qui vont avoir des comportements différents. Regardez ici le niveau de complexation d'un système qui est très élevé à un pH bas et qui est très bas à un pH élevé. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la complexation, que le réseau de complexation contient la protéine et qu'à un pH bas, parce qu'il est très complexé, ça va protéger notre protéine. Mais que très rapidement, dès qu'on arrive à un pH élevé, il va s'effondrer, il va s'étendre et va permettre à la protéine de sortir du système. Et ce ratio est une indication du comportement on-off du système. Donc tout à coup, ces nanoparticules deviennent comme des petits interrupteurs qui nous permettent de passer de on à off et qui reconnaissent ce qui se passe dans l'organisme et qui se modifient, qui s'étendent, qui se contractent. Comment ils le font? Eh bien, n'oubliez pas que le pH au niveau de l'ésophage, à l'entrée de l'estomac, est aux alentours de 2, 2,2, 1,5 si vous avez mangé de la pizza la veille. Mais je ne demande pas aux Français de manger de la pizza. Et petit à petit, quand on arrive au niveau de l'estomac, on arrive à 6,5 et puis ça augmente 6,8, etc. Et là, vous avez un système qui va reconnaître ces changements, qui va commencer à s'étendre ou à se contracter. Donc, ici, sur ce PMAG éthylène-glycol, sur ces hydrogels, regardez que la fraction volumique du polymère dans le gel est très élevée, 72% à l'état effondré, alors qu'il baisse énormément dans un état en expansion, ce qui veut dire qu'on a ce comportement on-off. Autre chose très intéressante, c'est que si vous prenez des particules sèches et que vous les placez à différents pH, vous voyez qu'à 3,5, ces particules ont une capacité de gonflement très limitée, alors qu'à un pH de 7,4, elles ont une capacité de gonflement très rapide. Donc vous avez des systèmes qui répondent à l'environnement autour d'eux. Et c'est là la complexation. Et l'autre question très importante que l'on peut poser, c'est comment est-ce que la protéine va faire pour passer dans ces systèmes? Et comment est-ce que je m'assure que le système est assez ouvert pour que la protéine puisse traverser? C'est une question très compliquée et la meilleure façon d'y répondre, c'est d'utiliser une théorie qui a été développée par un autre géant prix Nobel qui s'appelle Paul Fourier et qui a obtenu le prix Nobel en 1974, le prix Nobel de chimie. Vous connaissez bien entendu Pierre-Gilles Degennes qui a été prix Nobel de physique en 1981 et tous les deux, en fait, nous ont tous beaucoup inspiré, nous les scientifiques des polymères. En fait, la théorie, c'est celle de l'élasticité du caoutchouc qui dit à la base que l'effort peut être lié à l'allongement et à une faible déformation. Ici, vous avez la tension en Pascal en fonction de l'allongement, moins 1 sur alpha au carré à différents pH. À un pH de 3,5, ce qui est typique de ce qui se passe dans l'estomac,
de 4,2, de 5,6 et de 6,8. Donc à l'entrée de l'estomac. Et cette pente est liée directement à l'ouverture ou à la fermeture du réseau. Et vous voyez très clairement que quand vous avez un réseau très très serré, la pente est très pentue, alors que lorsque le réseau est plus ouvert, la pente est beaucoup plus lente. Donc vous voyez ici, quand on passe de 4500 à 6500, et la taille de chaîne entre les réticulations est quelque chose de très important pour bien comprendre l'ouverture, la fermeture de ces structures. Mais ce qui est encore plus important, c'est la taille de mèche, la taille de maille, ce qui peut se déterminer, ce qui peut se calculer. J'aimerais maintenant vous montrer la taille de maille ou la taille de mèche en fonction du pH. Et je voudrais attirer votre attention sur la courbe rouge. Ici, vous avez ces réseaux conçus qui vont contenir de l'insuline ou n'importe quel agent thérapeutique et qui, à l'état effondré, ont une taille aux alentours de 70 angstroms, c'est-à-dire 70 nanomètres. Nous savons que nos protéines sont en général beaucoup plus grosses que cela, donc elles ne seront pas en mesure de passer au travers du système. Maintenant, à l'état étendu, donc quand on arrive dans l'estomac, on est à 200 nanomètres, 21 angstroms. Ici, vous avez la structure qui s'ouvre et qui permet à la protéine de passer. Donc, vous allez me dire que c'est un changement de valeur 3 et qui permet le passage de la protéine? Eh bien oui. Et pour ceux d'entre vous qui êtes encore à l'université, rappelez-vous que la nature n'est pas à une échelle linéaire. Le fait que vous ayez un facteur 3 de modification de la taille de maille ne veut pas dire que le coefficient de diffusion va changer. Vous voyez que le coefficient de diffusion de l'insuline a un pH de 6,8 par rapport à un pH de 1,2, c'est-à-dire le pH entre l'entrée de l'estomac et l'ésophage est de 150 fois supérieur. Donc ça veut dire qu'il y a un switch moléculaire au niveau de l'estomac quand on utilise ces systèmes. Et voyons maintenant si cela nous donne quelque chose d'intéressant. Ici, vous avez des données in vitro sur la libération d'insuline pour l'un de ces systèmes microparticulaires à 37 degrés Celsius. Et vous voyez ici la quantité d'insuline qui est libérée de 0 à 100% au cours des 2 premières heures lorsque ce système microparticulaire a été placé dans un fluide gastrique, dans un modèle de fluide gastrique à 1,2. Et vous voyez ici en vert qu'il y a pratiquement aucun changement au niveau de la libération d'insuline. En revanche, dès qu'on arrive en solution tampon de phosphate, vous avez une augmentation considérable de la libération d'insuline. Et tout ceci est un résultat très intéressant, mais ce n'était pas le résultat unique que nous ayons obtenu quand nous avons commencé à travailler sur ces systèmes. Ce sont là les premiers résultats sur modèle animal que nous avons publiés en 99. Et vous voyez, c'était des systèmes de microsphères chargés en insuline qui ont été injectés à des rats atteints de diabète. Et vous voyez ici que la concentration en sucre dans le sang sur 8 heures baissait de manière significative. Et en fait, on avait fait l'expérience, et dans les expériences subséquentes, de telle sorte que nous puissions relever tout ça par rapport aux besoins d'un être humain. Et vous voyez ici que cela nous permet de voir la diminution du sucre grâce aux particules, mais ça ne nous raconte pas toute l'histoire. Les particules sont donc absorbées ici dans la mucose. Si elles sont larges, elles restent sur le dessus de la mucose, et si elles sont plus petites, elles pénètrent dans le réseau des glycoprotéines, elles pénètrent dans la muqueuse jusqu'aux cellules. Et pour nous, ce deuxième type de comportement est celui qui nous intéresse, car faire en sorte que les particules adhèrent grâce à un ciblage physique à la surface de la muqueuse
dans la muqueuse et qu'elle pénètre jusqu'au site. C'est ça qui nous intéresse. C'est ce que nous appelons la mucoadhésion. Vous vous souvenez sans doute tout à l'heure des polyéthylène glycols et de ce lien qui se décomplexe. Mais je n'ai rien dit d'autre. Alors que ceux qui conçoivent les molécules, c'est-à-dire en l'occurrence moi-même, j'ai fait le système de telle façon que cette chaîne de polyéthylène glycol commence à s'allonger dans le petit intestin, l'intestin grêle. Et non seulement il y a une interaction avec la muqueuse, mais il y a une véritable pénétration de la muqueuse qui a lieu. Qui m'a donné cette idée? Père Gilles de Gènes. En 1980, pour la première fois, il a commencé à parler de ces liens qui s'étendaient jusqu'à la surface de la muqueuse. Et il a commencé à parler, dans l'industrie pharmaceutique, de l'interpénétration et de la diffusion des changements lorsque cela se fait au niveau régional de la profondeur, lorsque l'on permet à un produit de rester dans la muqueuse pendant un certain temps. Un certain temps, c'est 6 heures, c'est-à-dire le temps que les cellules gobelets puissent refabriquer du mucus. Alors voilà la théorie originale de Gènes. Et ensuite, ça c'est un autre article qui est devenu un classique dans ce domaine, publié dans le Journal of Physical Chemistry par Brochard et de Gènes et un certain nombre d'autres collaborateurs. Et l'idée de base, c'était que si vous avez 2 réseaux de polymères avec des compatibilités thermodynamiques assez semblables et vous les assemblez, après un petit peu de temps, la modification, les chaînes de l'un de ces réseaux vont pénétrer dans l'autre. Et pour nous, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si ce réseau est le porteur de la protéine qui libère la protéine et que l'autre réseau est le réseau de la muqueuse, le réseau glycoprotéinique, eh bien, dans certaines conditions, on va peut-être parvenir à une interpénétration de ces chaînes et donc une adhésion sur certaines régions de la muqueuse pendant un certain temps. Voilà donc l'article de Gènes, publié dans Macromolécules en 1980, où il a dit que pour la première fois que des greffes de polymères peuvent être attachées à des surfaces solides dans une configuration étendue ou au contraire rassemblées un peu en forme de champignon. Et c'est ça qui était la source du problème pour nous. C'est-à-dire comment est-ce que l'on conçoit un système de telle sorte que cette chaîne de polyéthylène glycol parfois va coller à la surface et parfois pas? Est-ce qu'il faut beaucoup de petites chaînes? Est-ce qu'il faut avoir quelques grosses chaînes? Qu'est-ce qui est le mieux comme modèle? C'est la raison pour laquelle on parle de couverture de surface et de la longueur des chaînes. C'est ce qui nous a amené à une analyse extraordinaire qui a pris 10 ans, qui étudie la surface de la décoration de surface, c'est-à-dire comment on prend une particule et on peut la décorer avec différents types de chaînes qui vont interagir avec l'environnement biologique. D'ailleurs, si quelqu'un d'entre vous a travaillé avec le professeur de Gènes, eh bien, vous reconnaîtrez cette équation à première vue parce que c'est une équation classique, ce concept qui est dérivé du travail de Gènes concernant la longueur de la chaîne et le lien entre cette longueur et le poids moléculaire et la couverture de surface de cette région particulière. Car la question qui se pose, c'est est-ce que ces liens devraient être plus petits et ne pas s'étendre trop loin? Ou bien au contraire, est-ce qu'ils devraient être plus longs et aller plus loin? Et en matière de couverture, certaines de ces chaînes vont se ratatiner en champignons et ne vont pas du tout participer à la pénétration, à l'interpénétration. Donc nous avons commencé à faire des simulations moléculaires pour essayer de comprendre dans quelles conditions ces petites chaînes ou liens vont participer à l'interaction et à l'interpénétration. Et ce que nous avons constaté, c'est que quelque chose que nous aurions peut-être pu deviner de façon intuitive, à savoir que si on a quelques chaînes et une bonne compatibilité, il est possible de pénétrer dans la mucose. Par contre, s'il y a trop un fouillis de chaînes, certaines de ces chaînes vont s'entortiller et ça ne va pas fonctionner. Ce qui a été montré d'ailleurs dans un article publié il y a 9 ans et d'autres articles ont suivi, dans lequel on voit très clairement que la couverture de surface de ces chaînes fait toute la différence dans la pénétration. Ici, vous avez la position 0 dans laquelle les 2 réseaux se rapprochent au début du processus.
Et quelque temps après, on voit que certaines chaînes ont commencé à pénétrer vers la droite du réseau, alors que d'autres se sont éloignées, sont allées plus loin. Et l'on peut ainsi observer la distribution des chaînes macromoléculaires et on peut utiliser les mêmes données pour concevoir le prochain système mucoadhésif avec une amélioration de la libération des protéines. Étape suivante. Quel type de lien, de chaîne faut-il utiliser? Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit du polyéthylène glycol, mais le polyéthylène glycol est-il le seul système disponible? Pas du tout, car le polyéthylène glycol, à l'époque, a été utilisé tout simplement parce qu'il était facile de mesurer son poids moléculaire. Mais à l'heure actuelle, nous étudions différentes autres structures et ici, vous avez une très bonne description de nos nanoparticules avec leurs petites chaînes. Margaret Phillips, qui est une de mes étudiantes en thèse, qui travaille sur ce projet, étudiante en doctorat, et vous voyez donc en même temps l'interaction avec l'environnement. Pour cela, nous utilisons 3 techniques différentes de décoration. La première, c'est la glutinine du germe de blé comme interaction. La deuxième, c'est l'interaction avec les hydrates de carbone. Et la troisième, c'est l'interaction avec les chaînes de copolymères en bloc. Et cela permet d'améliorer les interactions entre les microparticules et le système environnant. Comme l'a dit le professeur Couvreur, vous savez maintenant comment on fabrique les nanoparticules et les techniques sont assez standardisées. Mais cela dit, il faut provoquer une réaction de surface pour pouvoir incorporer les liens recherchés, hydrates de carbone, polyéthylène glycol, etc. Or, ces réactions ne sont pas totalement inconnues. Maintenant, ceux qui travaillent dans le domaine des nanosphères et de leur décoration savent de quoi il s'agit. Parfois, il s'agit de réactions acryl-PEG-NHS avec des composés relativement compréhensibles. Je vais vous faire voir, par exemple, ce que nous avons utilisé dans l'incorporation de lectine. Ici, nous prenons les particules et nous ajoutons de la lectine à la surface. La lectine, pour ceux qui ne le savent pas ou l'ont oublié, a différents poids moléculaires. Les agglutinines de germe de blé ont un poids moléculaire de 36 kilodaltons. C'est en fait, elle se lie avec l'N-acétylglucosamine et l'acide sialique et ce sont des structures que l'on peut utiliser pour les combiner, les lier avec les nanoparticules. Regardez la réaction. Pour ceux d'entre vous qui sont des chimistes, ça a été publié dans Biomicromolecules il y a 1 an. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous fonctionnalisons le polyéthylène glycol qui a de la succinimide à la fin. Et le fonctionnalisons avec de la biotine PO-amine. Voilà la réaction de base. Et d'ailleurs, pour vous faire voir comment la réaction se produit, nous démarrons avec une polymérisation par les rayons UV, avec une structure de base, pour créer ensuite le polyéthylène glycol associé à la biotine, donc il contient de la biotine. Voilà la structure de biotine. Et sur le tout, nous ajoutons de l'avidine. Et lorsque nous avons l'avidine, on peut obtenir une agglutinine biotinylée et les nanoparticules qui contiennent, en l'occurrence, de la lectine. Dans d'autres cas, ce serait un hydrate de carbone. Comment est-ce que ces nanoparticules fonctionnent? Première chose que je voudrais vous faire voir, on peut y incorporer de très nombreux médicaments. Ici, par exemple, nous avons incorporé jusqu'à 50% de calcitonine, molécule qui permet de traiter l'ostéoporose, 95% d'insuline, 76% d'interféron bêta et l'albumine sérique bovine qui peut également être intéressante. Mais le résultat le plus intéressant, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans le système lorsqu'il est utilisé pour la libération de protéines? Dans des conditions tout d'abord simulées, ensuite dans un modèle animal. Et vous voyez, au contact avec du mucus gastrique porcin, c'est-à-dire du muscus qui provient de l'intestin de porc, regardez les 2 formulations qui contiennent la glutinine de germe de blé ont une intensité relative beaucoup plus élevée, donc une meilleure adhésion à la surface que les particules pures et les témoins.
Donc, de toute évidence, ici, nous avons un système qui reconnaît la paroi intestinale, le mucus de la paroi intestinale, et qui va s'y coller. Vous voyez ici des microparticules qui se lient. Et qu'est-ce qui se passe pour le matériau qui ne contient pas d'agglutinine? Vous voyez la même chose de l'autre côté. Pour ce qui est de la libération d'insuline, c'est pratiquement la même chose. Un petit peu inférieur peut-être parce que l'agglutinine bloque en partie la libération, mais on est tout à fait encore dans des fourchettes qui permettraient d'envisager une application thérapeutique. Alors, qu'en est-il de la toxicité? Jusqu'à maintenant, je vous ai fait voir que ces systèmes ont la capacité de libérer des protéines et d'adhérer à la surface du mucus. Alors, qu'en est-il de la toxicité? Nous avons fait appel à différentes études. Une étude qui est certainement connue de la plupart d'entre vous, c'est la technique de la colorimétrie qui permet de mesurer l'activité métabolique dans les cellules. On prend des particules, on incorpore des protéines, on les prend et on les met en culture. Et dans 96 plaques, et nous cultivons jusqu'à 90% de confluents et une incubation de jusqu'à 3 heures avec des cellules CACO2. Pour ceux d'entre vous qui le savent, c'est une lignée qui, en fait, a été utilisée depuis de très nombreuses années. Elle a des avantages, elle forme des jonctions étroites, elle produit des enzymes, elle développe des microvillosités, mais elle ne fait pas de mucus. Et dans les premières années de notre étude avec ces cellules d'adénocarcinome du côlon humain, à un moment donné, on nous a dit, attendez, vous n'allez pas continuer si vous n'avez pas une co-culture qui permet de fabriquer du mucus. Donc, le docteur Le Suffleur de l'INSERM nous a fourni des cellules HT29MTX qui co-cultivent. Et nous avons donc aujourd'hui une co-culture qui nous permet d'étudier la toxicité de notre système. Et je voudrais vous faire voir justement certains de ces résultats absolument splendides. Je sais que la barre jaune est un petit peu haute, mais on m'a dit au laboratoire qu'il y a quand même un taux d'erreur assez élevé. Mais bon, on est toujours dans un niveau de variabilité de 100%. Alors voilà les cellules CACO2 et les HT29MTX. Il semblerait que ces particules, à première vue, ne modifient pas la viabilité de nos cellules. Autre expérience appelée la résistance transépithéliale pour essayer de voir si nos particules et comment nos particules vont interagir avec la muqueuse et si cela va permettre aux protéines d'aller d'un site à un autre. Pour cela, nous utilisons une cellule qui est la cellule Transwell et nous mettons une couche de cellules pour essayer de créer des jonctions étroites. Et d'un côté, le côté apical, nous plaçons les microparticules que nous souhaitons tester et nous commençons à mesurer la résistance électrique du côté apical jusqu'au côté basolatéral. Ensuite, nous le faisons avec un électrode qui mesure la différence. Et si la résistance est la même pendant une longue période de temps, eh bien, cela ne signifie rien d'autre que le fait que nous avons détruit la cellule. Et vous pouvez voir ici l'évaluation de la résistance. Ici, nous avons la résistance des cellules CACO2 et les cellules CACO2 avec les HT29, l'HTS29. Mais en fait, c'est là que c'est intéressant, le changement de la résistance de 0 à 100%. Et vous pouvez voir que selon quelles particules nous avons ici, la résistance va soit chuter jusqu'à 65% de la valeur originale, à peu près, mais ensuite, cela va revenir, il y aura un retour à la valeur originale. Donc, oui, il y a un phénomène d'ouverture des jonctions étroites, des jonctions serrées, mais au final, il y a réversibilité et les jonctions reprennent leur forme normale. Biodistribution. Vous pouvez voir l'intestin grêle supérieur, médian et inférieur, 0, 1, 2 et 4 heures. Et vous pouvez voir que de toute évidence, ces systèmes ont été conçus pour libérer particulièrement dans la première portion de l'intestin grêle. 80% du médicament va être libéré dans la première portion de l'intestin grêle, la portion supérieure. Ceux qui travaillent dans le domaine biomédical
ont recherché l'étiologie pharmacologique et la concentration du glucose ici chute chez l'animal, ce qui est assez caractéristique, hein, surtout chez un animal diabétique. En fait, c'est dû à l'insuline dans le sang. Et vous voyez des résultats lors des 15 premières minutes. La concentration d'insuline en circulation dans le sang peut être mesurée. Ensuite, elle va rediminuer progressivement et vous remarquerez que cette concentration est plus élevée si on ajoute le composé contenant du lectine parce que l'on va améliorer le transport et l'adhésion au site. Ceux qui travaillent dans le domaine pharmaceutique disent que l'air sous la courbe ici, l'air sous le pic, est caractéristique de la manière dont la protéine peut pénétrer dans le sérum. Et si vous prenez de l'insuline pure et vous la donnez à la souris, des études de ce type ont été réalisées, il n'y aura pas d'absorption de l'insuline dans le sang. Enfin, dans tout ce cadeau, il y a quand même eu une petite surprise agréable. L'effet inhibiteur de ces particules sur l'activité protéolytique de certains types d'enzymes que l'on trouve en général dans la partie supérieure de l'intestin grêle et dans l'estomac. Or, c'était quelque chose que nous ne comprenions pas. Lorsque nous faisions l'étude en présence d'un système contenant de la pepsine, 85% des protéines restaient intactes. Ce qui tendait à indiquer qu'il y avait quelque chose d'inhabituel dans ce système. Et il y a quelques semaines, nous avons eu une visite du professeur Klaus Micheler de Saarbrücken. Et il a été le premier à montrer, à peu près à la même époque que nous, que le groupe carboxyle sont responsables de cette caractéristique inhabituelle, de cet effet inhibiteur dans notre système. Mesdames et messieurs, à ce stade de ma présentation, je vais enlever ma casquette scientifique pour endosser ma casquette d'ingénieur. Car aucun résultat n'est intéressant si on ne peut pas véritablement le traduire en produit qui va aider nos patients. Et j'ai la joie de vous annoncer que les études qui ont commencé avec l'insuline ont très bien fonctionné, calcitonine, interféron bêta. Et le premier article, d'ailleurs, a été publié il y a quelques mois dans le Journal of Control Release concernant l'interféron bêta. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, en termes simples, cela signifie ceci. Nous devons penser qu'un jour, si ce type de technologie, de plateforme de technologie peut être développé de façon efficace pour différents médicaments, les patients vont retrouver une certaine liberté. Parce que je voudrais aujourd'hui vous dire que certaines des maladies que nous pourrons traiter sont aujourd'hui des maladies très invalidantes, la sclérose en plaques par exemple, qui est une maladie invalidante qui affecte le système nerveux central, dans lequel la myéline est en fait dénudée parce que c'est une maladie auto-immune. Cela entraîne en fait des plaques qui se développent sur le nerf, qui entraînent une rigidité du nerf. Et la premier organe affecté, ce sont les yeux. Ensuite, les gens deviennent impuissants, incontinents, ont du mal à se déplacer. Et petit à petit, ils deviennent littéralement handicapés. En 1994, on m'a diagnostiqué comme souffrant de sclérose en plaques. Et pendant 10 ans, j'ai pris de l'interféron bêta, injection intramusculaire. Je sais qu'il y a beaucoup de médecins dans cette salle, mais pour ceux qui ne sont pas des médecins, je peux vous dire que ça n'est pas forcément ce qu'il y a de plus marrant de recevoir l'interféron comme ça. C'est une énorme aiguille qui passe dans tous vos muscles et franchement, moi, je ne pouvais pas le faire moi-même. Donc, il fallait que je demande de l'aide. Quelqu'un d'autre devait me faire les piqûres, mon épouse en l'heure actuelle. Et c'est ça, la compliance. Parce que la sclérose en plaques, ce n'est pas une maladie que l'on diagnostique comme ça brutalement du jour au lendemain. Et puis, les gens disent « ça me fait mal, alors cette semaine, je saute mes piqûres ». Le problème, c'est que en plus, lorsque l'on administre de l'interféron bêta, la concentration est très élevée pendant les 24 heures suivantes, ce qui veut dire que quand on fait sa piqûre, le lendemain, on est couché et on ne peut rien faire, on ne peut que regarder la télé.
Donc moi j'entends des gens me dire non mais attendez, c'est pas un sujet important. Je leur dis vous avez tort parce que si l'on peut trouver une autre solution, on rendra aux patients la liberté. Bon, dans mon cas, la liberté elle est venue rapidement parce qu'en fait c'était une erreur de diagnostic et on m'a fait prendre de l'interféron bêta pendant 10 ans. J'ai une autre maladie auto-immune, hein. Ça n'est pas la sclérose en plaques, mais c'est fort heureusement une maladie qui se contrôle beaucoup mieux et qui est moins grave que la sclérose en plaques. Bon voilà, c'est une autre histoire. Et je remercie le Collège de France de m'avoir invité ici, mais je ne suis pas venue vous parler de ça. Cela dit, pendant 10 ans, j'ai cru que j'avais la sclérose en plaques et j'ai vécu comme quelqu'un qui souffre de la sclérose en plaques et je sais ce que vivent les gens qui ont la sclérose en plaques. Bon, le temps passe vite, donc je voudrais vous délivrer un certain nombre de messages. Il existe d'autres stratégies pour encourager la prise par voie orale de certains médicaments. Vous savez, on a parlé du transport intracellulaire et il y a le problème de la transférine. On peut prendre de la transférine et la conjuguer à l'insuline. Et malgré le fait que la nouvelle molécule qui en résulte soit plus grosse, elle a une bien meilleure perméabilité en fait que la molécule d'insuline seule. Elle passe beaucoup mieux dans la paroi intestinale. Et du coup, cela entraîne des améliorations considérables du transport de cette molécule. Le professeur Chen de la Californie a montré que la transférine a un poids moléculaire de 80 kilodaltons. Elle est utilisée pour transporter le fer dans le torrent circulatoire, mais les récepteurs à la transférine permettent le transport et la reconnaissance du système transférine. Donc, ce qui se passe, c'est que nous sommes en train de développer des capsules qui contiennent de l'insuline associée à de la transférine. Conjugaison, la capsule conserve son activité thérapeutique. Alors, elle passe par voie orale, elle va dans l'estomac, elle passe dans l'intestin grêle supérieur. Et c'est là que le mécanisme se déclenche. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué, parce que la transférine facilite le transport de l'insuline et l'insuline est donc libérée de l'autre côté de la paroi intestinale. Pas de différence au niveau du chargement. Par contre, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais aller vite et je vais vous faire voir les données de 3 formulations de libération, toutes avec un conjugué. Et vous voyez qu'au cours des 30-40 premières minutes, il y a une libération quasi totale de l'insuline, mais surtout, regardez cette courbe en vert ici. En fait, le composé de transfert de l'insuline transporte l'insuline beaucoup plus vite que les composés originels que je vous ai fait voir au début de ma présentation et beaucoup plus vite que l'insuline pure. Il faut comparer les courbes et vous voyez ici des données qui le confirment. Ici, vous avez le polymère avec le conjugué qui est 3 à 4 fois plus rapide dans le transport de l'insuline dans le système. J'espère que au cours de ces 45 minutes, je vous ai donné une bonne idée de ce que je fais, que je vous ai communiqué mon enthousiasme. En même temps, je m'excuse parce que je parle à des scientifiques ici, à des chercheurs, mais j'ai parfois mis ma casquette d'ingénieur parce que je voudrais que vous sachiez comment j'aborde les problèmes, surtout lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes pour des patients qui ont perdu l'espoir et pensent qu'il n'y a pas de solution. J'ai demandé au professeur Couvreur si je pouvais faire ma conclusion avec des prédictions un petit peu plus personnelles concernant l'avenir. Et elle m'a dit, bien sûr, eh bien, je crois qu'un jour, ce ne sera pas notre génération, peut-être même pas la génération de nos enfants, je pense que ça sera la génération suivante, les nanotechnologies, la médecine, la chimie, la biologie seront toutes associées dans une nouvelle génération de ce que j'appelle les traitements par des systèmes intelligents qui pourront probablement être administrés par injection, mais il n'y aura plus besoin de faire des injections quotidiennes, peut-être qu'une piqûre par mois suffira. Des systèmes qui amélioreront le traitement des maladies tout simplement grâce à la détection et au traitement et surtout avec un bien meilleur rapport coût-efficacité. Une façon de le faire résidera à utiliser les réseaux d'une façon nouvelle pour reconnaître en fait les responsables de certaines maladies. Regardez ici, nous créons un réseau qui va reconnaître le glucose. Donc il y aura des nanoparticules qui se promèneront dans l'ensemble de l'organisme et qui seront furtives, recouvertes de polyéthylène glycol, pégylées, mais en même temps elles seront en mesure de reconnaître le sucre et le sucre seul, et le sucre et le galactose. Donc
Il faut pour cela prendre l'analyte originelle, trouver les groupes fonctionnels, faire une complexation pour réaliser ces nanovésicules, ces nanocavités. On extrait et l'on sèche le matériau et on se retrouve avec une cavité d'à peu près 2 à 5 nanomètres qui sont capables de reconnaître uniquement cette analyte parce que la conformation n'a pas du tout changé. Et je dis toujours à mes étudiants que ce sera un jour l'ère des nanorobots. Cela dit, dans le domaine de la recherche, il n'y a rien de nouveau, si ce n'est que l'on réutilise les mêmes idées d'une façon différente. On les reformule. Mais ces systèmes, si un jour ils marchent, fonctionneront comme cela. La personne qui a eu la première idée l'a eue en 1904, prix Nobel de chimie. Et je dis souvent à mes étudiants, n'allez pas à la bibliothèque pour voir uniquement ce que l'électronique vous offre. La science n'a pas commencé en 1906, la science, elle a commencé bien plus tôt. La reconnaissance nous ouvrira de nombreuses voies et peut-être un jour que nous verrons des systèmes comme celui-ci, des systèmes qui sont micro-encapsulés et qui reconnaissent un analyte particulier, qui permettent de le rompre, de le craquer pour libérer leur contenu. Et peut-être un jour des systèmes qui ressembleront à cela, des couches de matériaux de reconnaissance couverts par des couches de médicaments et d'autres couches de reconnaissance, d'autres couches de médicaments. Et ces composés se promèneront dans notre organisme, reconnaîtront un analyte qu'elles recherchent et libéreront leurs couches de médicaments à ce moment-là. Et peut-être un jour aussi, nous aurons la même chose sous forme de puces électroniques et peut-être de nanopuces. Par exemple, nous avons ici des petits porte-à-faux, des micro-porte-à-faux, des micro-cantilevers avec une couche qui reconnaît, une couche de polymère qui reconnaît une analyse, qui se plie et qui libère un médicament. Est-ce que c'est de la science-fiction? Peut-être. En tout cas, ça l'est aujourd'hui. Mais je crois que les pièces qui composent ces systèmes existent déjà. L'idée, c'est de les assembler et il faudra que d'ici les prochaines années, quelqu'un arrive à le faire. La réponse immunitaire, c'est un problème sur lequel nous n'avons pas encore trouvé de résultat. Mais regardez cette publication de l'année dernière que j'ai révisée moi-même qui concerne les micropuces et les électroniques et les nanoparticules furtives qui seront la prochaine étape des systèmes thérapeutiques intelligents. Je voudrais vous remercier pour votre attention. J'espère que j'ai été en mesure de vous faire comprendre un peu quel est l'avenir des systèmes de libération par voie orale et autres, des systèmes intelligents. Et pour revenir à l'insuline non invasive, je crois qu'il y a beaucoup d'enthousiasme dans ce domaine. Ce travail d'ailleurs a été soutenu par les différents organismes que vous voyez à la diapositive. Et je voudrais remercier les étudiants qui ont participé, Christy Wood, Laura Serra, Daniel Carr et Maggie Phillips, dont vous avez entendu les noms mentionnés aujourd'hui. Et je voudrais conclure en vous disant que Austin, au Texas, ce n'est pas que la terre des cow-boys, c'est aussi une belle ville avec de très beaux bâtiments. Ici, nous avons votre centre d'ingénierie médicale, notre service de nanotechnologie et de nanosciences, et voilà le campus de l'Université du Texas. Et je vous remercie de votre attention et ça a été un grand plaisir de vous parler aujourd'hui.